Bienvenue à Femmes innovantes, une série de balados présentés par Randstad Canada dans le cadre du programme Les femmes qui transforment le monde du travail. On y explore des stratégies gagnantes pour naviguer dans un marché du travail en constante évolution grâce à une série d'entrevues inspirantes avec des femmes audacieuses et passionnées qui façonnent le monde du travail de demain. Bonjour, je suis votre hôte Marie-Noëlle Morancy et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Déborah Cherenfant, entrepreneure, fondatrice de la plateforme Modèle et lauréate du prix Femmes de mérite en entrepreneuriat du Y des femmes de Montréal. Bonjour Déborah. Bonjour Marie-Noëlle. Bienvenue à notre balado Femmes innovantes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Un grand plaisir. Très contente de vous avoir avec nous. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Dis-moi d'où, c'est ma première question, d'où te vient cette passion dévorante pour l'entrepreneuriat? Je dirais que ça a commencé vraiment très jeune. Je me rappelle, j'ai la ferme conviction qu'à partir de l'âge de 8 ans, j'ai concrètement rêvé, si on veut, ou pensé que mon destin serait de devenir une femme d'affaires. Donc, à partir de ce moment-là, l'idée c'est de plus en plus cristallisé au fil des années et je me rappelle aussi peut-être 8-10 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, quand je pense avoir eu la première fois confronté le mot entrepreneuriat, entrepreneurship. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était véritablement ce que je voulais faire. Donc, entre 8 ans et 16 ans, ce qui a beaucoup plus alimenté cette passion en devenir, je dirais, c'était les livres, oui, mais surtout, ça va faire très cliché, mais Oprah. Donc, j'ai grandi en Haïti, j'ai 2 sœurs et aussi, on regardait très souvent la télé américaine et aussi l'émission Oprah. Et puis, logistiquement aussi, c'était une émission qui passait à 4 heures et l'école terminait à 15 heures. Donc, il fallait absolument faire très vite pour être à l'école et ne pas manquer à ce moment-là. Il n'y en avait pas encore les enregistreurs qu'on connaît de nos jours. Donc, c'est vrai que ce contact avec Oprah, avec son cheminement, sa carrière et le fait de voir une femme d'affaires, une femme qui avait un peu bâti son empire, ça a beaucoup alimenté, si on veut, cette vision-là, cette appréciation du côté business. Et par la suite, ça s'est, comme j'ai dit, cristallisé en un mot, c'était l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship. Et depuis, je pense, l'âge de 16 ans jusqu'à 18-19 ans, quand j'ai postulé vraiment pour aller étudier à Montréal, pour venir ici, en fait, étudier à Montréal. C'est vraiment là que j'ai jeté mon dévolu sur le mot entrepreneuriat. Et à partir de ce moment-là, ça s'est vraiment amplifié dans le sens où c'est quoi l'entrepreneuriat, est-ce qu'on est entrepreneur, comment on peut aider les entrepreneurs, comment on devient entrepreneur. Donc, beaucoup de ces éléments-là ont beaucoup plus nourri et alimenté ma passion. C'était quoi t'as fait tes premières armes comment, comme entrepreneur? C'était quoi ton premier go, on y va? Oh mon Dieu! Alors, les toutes premières armes, je dirais, c'était aussi à l'âge de 8 ans quand je faisais la manupédie pour des amis de la famille et des membres de la famille en Haïti et que je me faisais payer, ce qui la grande surprise des membres de ma famille parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je chargeais pour ce service. Donc, très petite, j'avais aussi l'esprit très commercial, très business aussi. Plus tard, ça a été les cartes de vœux, ça a été les chocolats, ça a été les bonbons. Donc, plusieurs petits commerces, si on veut, pendant l'année scolaire aussi, aux grandes dames des religieuses, parce que j'ai fait l'école avec des religieuses pendant 13 ans, mes sœurs et moi. Et donc, ça c'était interdit, mais elles le découvriront peut-être en écoutant ce podcast que j'ai fait du commerce sur la cour de récréation à plusieurs reprises, en bon français, un side hustle. C'était mon side hustle pendant plusieurs années. Et donc, les premières armes, si on peut le dire comme ça, avec l'entrepreneuriat, mon premier contact avec l'entrepreneuriat, c'était ça. Un aspect vraiment très minime et très joli si on veut, mais je dirais que ça a commencé ici à Montréal après mes études, donc avec coloré beaucoup plus, donc après Modèle, après la plateforme, après la rédaction de blog, c'était beaucoup plus avec coloré, donc en 2012-2013 quand j'ai créé véritablement Coloré. Oui, ben voilà, donc c'est en 2012. Donc Coloré Design, c'est une entreprise de design de mode qui embauche uniquement des femmes immigrantes. Pourquoi ça te tient à cœur, ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour aider ces femmes-là?
Mais aussi, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu trouves qu'on avance comme société en ce qui a trait à la diversité et à l'inclusion? Je vais répondre à la dernière question avant. Je pense que oui. Je pense sincèrement, et je sais plus qui disait, à partir du moment où on est prêt à aborder le problème, c'est le premier pas vers le changement. Et je pense qu'à partir du moment où on est prêt à parler d'immigration, de diversité, de racisme, de discrimination, plein de termes qui se retrouvent souvent dans la même phrase, même si on ne parle pas de la même chose, on s'entend. Mais je pense qu'à partir du moment où on est prêt à aborder la question, on est quand même prêt et ouvert à la résoudre. Et c'est vrai qu'en matière de diversité, ou du moins d'inclusion de cette diversité-là, beaucoup de personnes, d'entreprises, d'organisations, ou de divers paliers de gouvernement, que ce soit municipal, ou provincial, ou fédéral, sont motivés et vraiment veulent changer la donne, veulent changer les choses pour les personnes qui appartiennent justement à ces groupes minoritaires. Et je pense qu'à partir du moment où effectivement on est prêt à aborder la question, on a déjà fait un grand pas. Maintenant, c'est sûr que dans tout changement, il y a des embûches, il y a des personnes qui résistent, il y a des personnes qui comprennent pas totalement. Donc, c'est sûr qu'on est confronté à ces éléments-là aujourd'hui qu'on vit actuellement comme société québécoise. Mais je pense que dans 5, 10, 15 ans, je pense le grand maximum, j'espère qu'on en parlera peut-être plus, que ce soit justement quelque chose d'acquis pour beaucoup, parce que ça doit faire partie intégrante de nos façons de fonctionner, nos façons de faire. Mais je pense que sincèrement, si je regarde, parce que j'ai mis les pieds pour la première fois ici au Québec en 2005, on est 14 ans plus tard, je pense qu'on a beaucoup évolué, parce qu'il y a des sujets qu'on n'abordait pas, il y a des termes qu'on ne mentionnait pas, il y a des choses qu'on ne voyait pas, que ce soit à la télé, dans les journaux, bref, en termes de représentation aussi, si on veut rajouter un autre mot dans le même panier également. Je pense que on avance dans le bon sens. Et comme j'ai dit, tout avancement ou tout changement ne se fait pas sans heurts, et il y a peut-être quelques achoppements par-ci par-là, mais je pense qu'on avance dans la bonne direction. Il faut qu'on soit prêt à se regarder dans le miroir, à être confronté à nos peurs, à nos craintes, à nos ambitions aussi, à nos projets, parce qu'on n'est pas que dans le positif, on veut aussi réaliser des choses. Je pense qu'on est sur la bonne voie, sincèrement. Maintenant, là où peut-être des fois je me désole, c'est que très souvent dans ces débats-là, on le personnalise un peu trop de part et d'autre, à savoir peut-être qu'on va accuser d'autres personnes personnellement, ou on va peut-être personnaliser le débat, à savoir je vis ça, mais peut-être si on pouvait voir de la façon beaucoup plus générale. Oui, exactement, collective. Générale, c'est pas le bon mot, mais collective, effectivement, parce qu'on n'est pas seul dans ce débat-là, et cette discussion, ce débat peut se prendre à tellement de niveaux. Je parlais de groupes minoritaires, et on est tellement de groupes minoritaires. Donc, c'est là où je pense qu'on doit, pour avancer dans la bonne direction, je pense qu'on doit être prêt à justement se regarder dans le miroir, mais aussi à se distinguer un peu, de se dissocier, pardon, de ce débat-là, pour faire en sorte qu'on puisse collectivement aborder... sortir un peu du « je me moi ». Exactement, sortir du « je me moi » et aller vers le « nous », parce que c'est vraiment ensemble qu'on va résoudre le débat. Et toi, tu as vu ça de près, parce qu'effectivement, toi, tu aides ces femmes-là, donc tu as vu l'effet de l'inclusion, de les aider, de l'autonomisation. Donc, comment ça fonctionne? Comment tu les aides concrètement? Puis quoi les effets positifs que tu as vus? Déjà, je l'ai vu avec moi, puisque après, je n'ai pas forcément le même parcours que ces femmes-là, parce que moi, je fais partie, je dis toujours, des privilégiés, parce que je venais étudier, et tout de suite après, j'ai pu faire mon papier d'immigration, travailler et avoir une première expérience québécoise. Donc, si on veut, la trajectoire est quand même assez simple. Pour moi, je veux dire, d'autres personnes qui ont emprunté le même chemin, peut-être pas la même chose, mais pour les femmes, en fait, il faudrait aussi que je précise qu'avec Coloré, la décision ne s'est pas faite, comment je pourrais dire, ce n'était pas une ambition claire, nette et précise d'embaucher que des femmes immigrantes. C'est vraiment un constat qui s'est avéré après 2-3 ans de réaliser que les femmes avec lesquelles je travaillais, qui faisaient la production ici même à Montréal, c'était des femmes immigrantes pour la plupart.
Et de plus en plus, celle avec qui je maintenais des relations, parce qu'au début, c'était vraiment une formule de contractuel, en fonction de la production. Donc, quand on commence, justement, on n'a pas assez pour donner des mandats à ces personnes-là. Mais au fur et à mesure, j'ai réalisé que dans les personnes que j'embauchais justement pour réaliser ces pièces, c'était des femmes immigrantes, mais aussi que le message aussi se faisait passer justement dans ces différents réseaux-là. Et la façon, et également ce qui était commun à ces femmes-là qui travaillaient, faisaient la production, c'était des femmes d'un certain âge qui avaient eu justement un parcours migratoire également, donc qui étaient venues s'installer et qui avaient travaillé dans des anciennes manufactures auparavant. Donc, quand Montréal avait justement cette grande force manufacturière dans le domaine de la couture, dans le domaine de la mode, et qui, à la fermeture de ces manufactures, se sont retrouvées très souvent sans emploi ou devaient se relocaliser quelque part d'autre dans un autre secteur d'activité qui ne les stimulait pas assez. Alors que cette expertise développée, elle la maintenait, puis elle continuait à faire des choses par-ci, par-là, mais jamais vraiment quelque chose de structurant, si on veut. Oui. Donc, c'est vraiment ça que je peux dire que j'ai pu leur offrir, justement, ce style de stabilité, exactement, avec et un contact avec un domaine dans lequel elles excellent, dans le fond. Mais aussi, je dirais que, encore une fois, pour ne pas faire cliché, mais c'est l'idée qui me vient en tête, le fait de travailler entre femmes, je pense, et de se réunir et de se revoir ou de se voir, de se côtoyer vraiment entre femmes et de parler vraiment que ce soit de type de mandat sur lesquels elles ont eu à travailler historiquement dans d'anciennes manufactures. Donc ce contact-là qui un peu, on dit souvent, qui brise l'isolement de certaines femmes immigrantes, parce que très souvent aussi ce sont des femmes peut-être qui n'avaient pas totalement maîtrisé le français, donc qui étaient peut-être beaucoup plus, j'en ai eu des femmes sud-asiatiques, beaucoup qui étaient beaucoup plus anglophones, donc justement ce contact-là, ce recontact, si on veut, avec la société québécoise pour connecter avec peut-être un autre public, donc peut-être plus jeune, et avec une entreprise aussi très jeune qui avait aussi d'autres façons de faire. Donc je pense que ça, entre sortir de l'isolement, reconnecter avec cette expertise-là, ce talent-là qu'elles avaient, et aussi faire en sorte que collectivement, qu'on puisse créer des pièces avec un certain minime impact social, mais quand même. Mais je pense que c'est un thème commun qui revient un peu dans tes choix de carrière ou de projet, l'aspect créer une communauté, bâtir des liens, mettre en commun des gens. Et on l'a vu, nous aussi, dans nos recherches, à quel point, il y en a plusieurs, des plateformes exclusivement féminines qui font la promotion qui mettent en contact des femmes, qui leur permettent de partager des expériences. Ça nous rassure, ça nous encourage. On se dit, je suis pas toute seule. Donc, il y en a beaucoup il y a une prolifération de ces plateformes-là. Et je pense que toi, tu participes beaucoup à ça. Dont notamment avec Modèle, le blog qui met en valeur, les femmes en affaires. Tu as eu des prix pour ça, mais en blog d'affaires au Canada. Au fil des gens que tu as dû en rencontrer pas mal, des femmes dans ce cadre-là, est-ce que justement, tu as pu dégager, parce que nous aussi, notre programme nous permet de rencontrer plein de femmes de tous les horizons, puis souvent on dégage des traits communs, des défis similaires, des espoirs similaires. Est-ce que tu as pu dégager un fil conducteur, des thèmes communs, des choses qui reviennent, qui t'ont sûrement dû avoir voir des thèmes communs qui reviennent. Tout à fait. Et le premier élément, je pense que je peux mentionner, mais je pense qu'il est également commun aux hommes, c'est la passion. J'ai eu la chance de rencontrer au-delà d'une centaine de femmes et toutes passionnées. Et c'était toujours la première, sincèrement, la première raison qui leur venait en tête quand on disait justement qu'est-ce qui les gardait encore motivées, qu'est-ce qui faisait en sorte... En fait, c'était la réponse commune à plusieurs questions. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'elles s'étaient lancées dans cette aventure? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'elles continuaient? Donc, la passion, vraiment, je pense que ça, c'est fil conducteur de plusieurs, sinon la majorité des femmes que j'ai rencontrées. L'autre élément, peut-être beaucoup plus commun aux femmes, c'est, je dirais, l'aspect... mais je suis persuadée que ça ressort dans votre étude, justement, l'aspect collaboration, l'aspect communauté, l'aspect groupe.
Donc, les femmes ont plus souvent, puis là, je suis bien consciente, puis par rapport aux auditeurs et aux auditrices, on fait bien entendu de la grande généralisation, mais très souvent, ce qu'on va réaliser, c'est cet aspect beaucoup plus collectif. Donc, elles partent en affaires pour résoudre non seulement d'une part une solution ou un problème, pour résoudre un problème beaucoup plus social, donc apporter une solution aussi à ce problème-là, mais également le mérite du succès va aller beaucoup plus au groupe, à l'équipe. C'est l'équipe qui a fait en sorte. Donc, ça sera moins souvent la personne, la femme elle-même qui aura eu le leadership ultime d'avoir su mener son équipe au succès. Donc, très souvent, on a cette distance et ce détachement qu'on retrouve chez les femmes de non, c'est pas moi, c'est l'équipe, c'est nous, oui, même si à un moment donné, elles vont reconnaître que l'idée vient d'elles, mais l'effort, ça vient de la collectivité, ça vient de l'équipe. Donc, je sais pas jusqu'à quel point c'est positif ou négatif, mais ça, je pense que ça, c'est aussi un trait commun aux femmes. Oui, c'est intéressant parce que aussi d'un autre point de vue, c'est un style de leadership qui est de plus en plus prisé, par les nouvelles générations, donc qui ont besoin, eux, de se sentir inclus, reconnus très rapidement. Donc, un style de leadership plus inclusif, collaboratif, va nécessairement plaire davantage aux nouvelles générations. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de favoriser l'avancement des leaders femmes, parce qu'effectivement, elles apportent ce genre de qualités-là qui peuvent être bien raisonnées avec les générations actuelles qui demandent ça. Donc, je pense que c'est plus positif. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là. Mais ça me fait penser, peut-être un autre élément qui me vient en tête, qui serait peut-être commun aux entrevues que j'ai faites à travers Modèle. Maintenant que j'y pense, faudrait peut-être que je fasse le ratio entre celles qui ont des enfants versus celles qui n'ont pas d'enfants. Parce que ça aussi, des fois, ça change les réponses, ça change la perspective. Et très souvent, on a des femmes qui sont, très souvent en fait, tout le temps, on a des femmes qui sont très, très, très reconnaissantes d'avoir pris le temps ou d'avoir un enfant, d'avoir su s'arrêter, donc pour créer cette famille, parce que sinon, elles ne savent pas où elles seraient rendues. Et je le mentionne parce que il y a quelques jours, justement, je discutais avec des amis, IES, et qui disaient justement cette pression, et c'était des jeunes, moins de 30 ans, enfin mi-trentaine, devrais-je dire. Cette pression, encore une fois, on en parle, toutes les générations en parlent à différents moments ou sous différentes perspectives, mais le parallèle qu'on pourrait faire, c'est les femmes que j'interviewais toujours positivement reconnaissantes d'avoir su, comme j'ai dit, créer le temps pour fonder une famille, mais aussi la jeune génération qui regarde ces modèles de réussite, ces modèles de succès, qui disent que dois-je également, moi, passer par là, par la maternité pour atteindre, exactement, pour m'accomplir et atteindre ce niveau-là. Donc, je pense que ça, c'est un élément très... Et c'est aussi... je te cacherai pas que les entrevues que je fais aujourd'hui, mettons, à partir de 2018, 2019, 2020, mettons, je ne pose plus la question de conciliation travail-famille aux femmes que je passe en entrevue. Parce que je trouve que ça aussi, c'est un biais. Parce qu'on ne la pose qu'aux femmes. Et de plus en plus, justement, si elle n'a pas envie de l'aborder ou en fonction de sa réponse aussi, elle va peut-être subir des critiques. Par exemple, si elle dit que moi, j'ai les moyens suffisants d'avoir une nanny à la maison, là, tout de suite, elle s'expose à elle n'est pas souvent avec sa famille. Donc, en fonction de la réponse qu'elle va donner, elle sera totalement jugée. Alors, si je passe en entrevue un homme, mais jamais, peut-être, et à 5 ans, 3 ans, je me viendrai à l'idée de poser une question où on ne verrait jamais poser la question de conciliation travail-famille. Alors qu'aujourd'hui... Oui, ben en fait, on remarque de plus en plus de papas prennent non seulement le congé... maternelle, oui, exact. Mais effectivement, souvent, les femmes, c'est comme un catch-22. Si tu prends ton congé de maternité au complet, t'es jugé. Ben là, ta carrière, c'est ça, Si tu prends moins, l'espèce de carriériste qui ne pense qu'à des enfants. Qui n'a pas pris pour être, il sait pas qu'un enfant, dans ses premiers mois, a besoin de sa maman. Alors qu'effectivement, du côté des hommes, c'est moins... c'est salué comme un être divin quand il partage le congé. Et quand tu ne partages pas, oui, ça c'est un homme.
Donc, c'est particulier, justement. Donc, j'avoue que cette question-là, la conciliation travail-famille, je la pose plus. Mais c'est vrai que pour les femmes que j'ai interviewées à travers un modèle, si je reviens à la question, ça a été vraiment très commun à la majorité. Parce que c'est un questionnement, de toute façon. Oui, c'est un questionnement, c'est un passage, je dirais pas obligé, mais c'est un passage important. Et aussi à quel point la maternité leur avait appris énormément sur elle-même et sur comment gérer leur entreprise. Oui. Et je pense qu'on peut boucler la boucle, comme on dit, parce que très souvent, ce sont des femmes qui partent en affaires. Les femmes entrepreneurs partent en affaires plus tard, donc après avoir fondé la famille, et aussi elles partent en affaires pour résoudre des questions, des problèmes, comme on a dit tout à l'heure, des problèmes sociétaux ou des besoins sociaux. Donc très souvent, ça va naître du fait de « Oh, mais mon enfant, je voudrais qu'il vive dans tel type de quartier, société, maison, etc. » Donc c'est sûr que la femme va avoir tendance à penser à une entreprise qui va répondre à ses besoins-là. Donc, est-ce que tu penses justement qu'à cause de ça, de ce mouvement, en tout cas, on voit au moins un changement, tu le vois déjà dans... Est-ce que tu penses justement que c'est ce qui nous permet de nous approcher un peu d'un contexte qui est plus paritaire dans les milieux de travail? Parce que justement, plus les hommes on partage l'espace parental avec eux, ben, ils sont plus impliqués d'un côté et d'autre côté, ils savent ce que c'est de revenir dans ta job. Puis puis de manquer. de manquer, tout ça. Donc, est-ce que c'est ce genre de changements un peu sociaux qui font en sorte qu'on approche, ou en tout cas qu'on peut s'approcher du... Ah oui, ça c'est un exemple définitif parce que, comme tu le dis, ça permet aux hommes de se mettre à la place et de vivre un peu les deux côtés. Les deux côtés. En sentant qu'ils n'ont pas vécu les 9 mois de grossesse, l'accouchement, hein. On va dire ça c'est pour la prochaine ère technologique, mais c'est vrai que ça leur permet de se mettre à leur place, se mettre à la place des femmes, parce que moi je pense que dans ce débat ou cette discussion autour de la parité, je pense que les hommes ont un grand rôle à jouer, ont leur rôle à jouer, mais surtout ça leur prend de l'empathie, c'est-à-dire de pouvoir se mettre à la place des femmes pour vivre la situation. Et il n'y a rien de tel que justement de pouvoir revenir peut-être d'une absence d'un congé parental après 6 mois, 4 mois et de réaliser peut-être que des projets ont avancé, peut-être qu'on ne donne plus le lead sur tel projet et c'est ce que les femmes vivent et des fois, pas seulement une fois parce qu'elles ne partent pas en congé de maternité une fois, mais peut-être 2, 3, 4 fois peut-être si elles le désirent. Donc c'est aussi cet aspect empathique qui permet de réaliser que c'est ça qui se passe. Et là, on parle de partage de projet, donc un aspect cute, mais quand on parle de baisse salariale ou peut-être même manque à gagner par rapport au salaire ou manque d'opportunités par rapport à l'obtention d'une promotion. Donc, il y a tout ça, sans compter les collègues qui vont parler autour de « Ah, t'étais en vacances, comment il va partir? Ah oui. » Et puis en plus, si la femme a le malheur de tomber enceinte encore dans l'année qui suit parce qu'elle aura aimé son expérience ou juste parce qu'elle veut profiter pour fonder sa famille pendant ce temps-là, là, on a un scandale. Donc, je pense que justement, ces cas-là où il y a de plus en plus d'hommes qui prennent leur congé parental, ça ne fait que justement améliorer ou faire avancer la discussion parce qu'ils peuvent se mettre à la place des femmes. Et l'important, c'est pas seulement de partager cette expérience avec d'autres femmes, mais aussi de partager avec d'autres hommes. Pour que eux aussi, ils comprennent, ils aient conscience et idéalement qu'ils fassent aussi comme ce père-là qui a pris son congé parental. Ça m'amène un peu à notre thème, justement. Cette année, on se concentre beaucoup sur les biais inconscients, inconscients. On en a parlé un petit peu, mais justement, par exemple, et ça peut être tellement subtil comme... C'est des mots qu'on utilise. Les femmes qui ont du cran sont bossy ou sont agressives. Les femmes sont moins bonnes avec les chiffres, etc. Des fois, même c'est... des émotions. Oui, c'est ça. On est tellement dans nos émotions. Et c'est des biais qui nous sont transmis, depuis un certain temps par les normes sociales, mais c'est aussi des biais qu'on porte nous-mêmes aussi en nous et qui souvent vont faire en sorte que on attend avant d'être parfaite avant d'aller chercher la promotion, etc. Est-ce que toi, t'en as vécu, t'as eu l'impression d'en vivre toi aussi des biais dans être victime? Est-ce que t'en as eu toi-même? Comment tu as réussi à les surmonter? Parce qu'on peut pas être femme d'affaires et obtenir du succès si on les casse pas. Exact. Si on les... Je dois avoir eu des obstacles, des trucs comme ça. On a combien de temps? Non, blague mise à part, c'est sûr que ça, c'est une question difficile parce que
J'ai l'impression, parce que présentement, j'essaie d'avoir de plus en plus conscience de mes biais inconscients, non seulement vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des autres, et hommes et femmes inclus, mais particulièrement vis-à-vis des femmes. Parce que justement, on en entend souvent parler, et là, c'est l'occasion vraiment, comme je disais tout à l'heure, de se regarder dans le miroir et de dire « Ah, où est-ce que moi je faute, où est-ce que moi j'ai fauté au cours des dernières années, aux derniers mois? » Et je dirais que par rapport à moi, c'est sûr que, mais ça encore, ça c'est des images ou des éléments que la société nous renvoie. Par exemple, je suis une femme noire née ailleurs qu'au Québec. En plus, je n'ai pas de cheveux, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Si on veut rajouter des éléments, oui, c'est ça exactement. Donc, si on énumère la liste, c'est sûr que j'appartiens à une catégorie de personnes qu'on voit souvent, qu'on ne voyait pas souvent. Bref, ça fait en sorte que justement, des fois, quand j'intègre certains milieux, j'ai moins le réflexe ces temps-ci, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand j'intégrais une activité de réseautage ou un événement, c'est vrai que très souvent, j'avais le réflexe d'aller dans mon petit coin parce que je sentais que peut-être que je n'appartenais pas à ce réseau, même si j'étais là pour créer ma place, mais très souvent, il fallait vraiment que je me motive intérieurement pour me dire OK, tu y vas pour telle raison et tu y vas parce que ta place y est, parce que tu veux créer ta place, même si elle n'y est pas encore, etc. Donc, parce que les stéréotypes qu'on nous renvoie, justement par rapport au modèle de la femme noire, the angry black woman, qu'il faut qu'elle soit très gentille et toujours souriante pour être approchable. Donc, très souvent, pour ne pas rentrer dans cette image-là, ça nous force à justement, je dis nous, parce qu'on est plusieurs femmes là-dedans, je dis pas toutes les femmes noires, mais plusieurs femmes là-dedans, à vouloir sans appartenir directement à cette image-là, on se sent comme obligé de s'en affranchir, alors qu'on n'est pas le type à tout casser, à se lever et à crier sur tout le monde, mais on a tellement peur inconsciemment de rentrer dans ce stéréotype qu'on se met à sourire, à être exactement overcompensate, parce que justement on a peur de tomber, de manquer des opportunités, de manquer des invitations à luncher avec des collègues, de manquer des opportunités de promotion justement parce qu'on aurait été toute seule dans notre bureau, à manger seule dans notre bureau et peut-être qu'on nous a entendu éclater de rire et que oh my God, she's loud. Donc ça c'est le genre de biais inconscient peut-être que nous on a, mais qui nous a totalement été renvoyé par la société, mais qu'on ne renvoie pas. Par rapport aux compétences aussi, moi je pense que définitivement, étant donné que, en plus tu le mentionnais, par rapport à ce défaut, le nommer des femmes qu'on a d'attendre le moment parfait, la perfection, tant qu'on n'a pas 98,99% des compétences, on va pas postuler, puis on pense pas que c'est le bon moment. Bref. Ça c'est vraiment un enjeu. Ça c'est un problème parce qu'effectivement, on remet souvent en question nos compétences parce qu'on se trouve jamais assez bonne. On se dit, oui, mais non, là, j'ai déjà pris le DESS, là, c'est temps d'aller prendre la maîtrise. Après la maîtrise, le post-doctorat. Avant ça. Tant que je n'ai pas le post-doctorat, je pourrais pas dire que je suis une experte de la question, sincèrement. Je te reviens dans 5 ans. Et après, mais dans 5 ans, l'opportunité, c'est fini. C'est fini, c'est passé. En fait, et on va peut-être rentrer une autre terminologie dans le discours encore, c'est ce double standard. Parce que si on est la femme qui dit « Donne-moi 5 ans, je te reviens avec le doc et le post-doc, je pourrais répondre à ta question, je vais faire des recherches là-dessus. » Versus la femme qui dit « Moi, je suis prête, j'y vais, moi, j'ai l'ambition, moi, je veux siéger sur le conseil d'administration. » T'es-tu agressive? Voyons, non, mais t'as pas encore les compétences. Mais franchement, il faut se méfier d'elle parce qu'elle est trop ambitieuse. Elle veut seulement être au top. Comment t'as réussi à dépasser ça? Comment avec... tu l'as dit un petit peu à force de... Faut se parler. Faut se parler sans tomber dans la paranoïa. Oui. En fait, c'est ça l'enjeu. Il y a une messe, et on parle souvent de santé mentale ces temps-ci, parce qu'effectivement, faut avoir cette discussion-là sans tomber dans la paranoïa. Faut toujours se poser la question. Moi, je fais l'exercice, je vais pas dire quotidiennement, mais régulièrement, présentement, à savoir, quand on me présente une opportunité, très souvent, moi, je dis oui. Pour ne pas dire, sincèrement, dans 90% des cas, moi, je dis oui. Si je vais dire non aujourd'hui, ça sera question logistique, question de santé mentale aussi, ou juste santé physique, parce que physiquement, non. Mais aussi se poser la question, est-ce qu'on me l'a donné parce que ça,
Des fois, ça va être la première question. Est-ce que vous m'en donnez parce que je suis une femme, parce que je suis noire ou parce que je permets d'atteindre le quota de diversité? Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai pas d'enjeu avec ça. J'ai fait la paix avec ces aspects de remplir des quotas parce que je me suis dit, une fois que je vais être autour de cette table, sur ce conseil, dans cet événement, ils vont réaliser que je ne suis pas là pour remplir un quota, justement, que j'ai les compétences, que j'ai le niveau et que j'ai l'expertise pour être là et que je resterai là parce que, justement, gare à eux, s'ils m'ouvrent la porte, c'est ça que je vais rester. Donc, c'est beaucoup plus comment je pourrais dire, ce power talk qu'on doit se faire vraiment régulièrement. Sur ses objectifs puis pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses, et ça veut pas dire qu'on doit rester sur les mêmes objectifs, à savoir en 2017 j'avais cela, puis là maintenant je réalise en 2019 je veux plus. C'est correct. C'est correct, on y va avec les tendances, on y va avec ses sentiments, on y va avec son énergie aussi, sa motivation. Donc, je pense que ça c'est un élément. Donc, pouvoir se power talker régulièrement pour se dire non, je suis capable, j'étais là. Et aussi, moi, un petit exercice, si je peux le partager, que je fais toujours, c'est un ami qui me l'avait partagé, c'est de lister un peu, ça fait, oui, un peu peut-être prétentieux, mais de lister un peu ses compétences, mais aussi ses succès, ses réussites. Bon, parce que des fois, on oublie. Enfin, très souvent, on oublie. Parce que, étant donné justement notre caractère féminin, généreux, coopératif et collectif, on se dit, oui, mais non, mais c'était pas moi. Mais après, quand on fouille et quand on fait l'exercice, on se dit, si je n'avais pas dit ça à tel moment et je ne l'avais pas fait de la façon dont j'ai dit qu'il fallait le faire, on n'aurait pas eu tel résultat. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit en mesure de prendre du crédit. Et le plus on se rappelle de ces opportunités-là ou de ces moments, ces occasions exactement, ces bons coups, où on a été l'élément déclencheur ou l'élément succès, là, ça nous permet de encore plus nous power talker et faire en sorte qu'on puisse justement atteindre de plus haut niveau. Moi, j'y crois sincèrement parce que les biais inconscients, mais comme le nom l'indique, sont inconscients. C'est inconscient. Par contre, je pense qu'on peut s'en débarrasser, mais au moins les diminuer de plus en plus en se posant les doubles questions, à savoir si j'évalue un dossier de 2 personnes, un homme, une femme, et que je me dis, ah oui, mais non, je vais aller avec l'homme parce que dans son entrevue, il m'a parlé chiffres, puis le poste a besoin de poste en finance. Mais est-ce que la femme n'a pas parlé chiffres parce que, justement, elle a un peu plus de difficultés, pas moins de compétences, mais pour elle, c'est pas sa façon de communiquer sa passion, de communiquer ses compétences. Elle a un autre langage. Donc, nous, il faut qu'on soit ouvert à ce type de truc-là, à apprendre les différents langages, différentes personnes. Et c'est ça aussi que les biais inconscients nous poussent à faire, parce que sinon, on reste juste dans une façon de concevoir la vie qui est la nôtre ou celle de personnes qui nous ressemblent, et on n'est pas prêt à s'ouvrir à... Elle était en train de me parler de ses projets, mais moi, le langage que je comprends, c'est un tableau avec des graphiques et des statistiques. Mais elle me parlait de voir ses enfants grandir dans une société où tous les bâtiments sont certifiés LEED. Elle avait un autre langage, mais c'est la même chose aussi. Et un autre ici, la notion de bien inconscient me fait souvent penser à ce cas de figure parce que, je vous l'ai dit, j'ai grandi en Haïti, une éducation très chrétienne catholique, une éducation très haïtienne pour les auditeurs et auditrices qui sauraient à quoi ça fait référence. Et j'ai aussi passé 13 ans dans une école religieuse, ou du moins gérée par des sœurs. Et la notion de politesse, de respect, de parler seulement quand on nous donne la parole est très, très forte. Donc, très souvent, moi, quand je suis venue ici m'installer dans des conseils d'administration, dans les réunions d'affaires, c'est quelque chose dont j'ai conscience aujourd'hui. Moi, je ne parlerai très souvent que je serai la dernière personne à parler. C'est aussi une question de personnalité parce que moi, il faut que ça me prend le temps de former mes idées parce que je ne fais pas partie des personnes qui parlent pour rien. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi la notion de je prends le temps, j'attends que les personnes qui ont le pouvoir, si on veut, qui sont des aînés, des adultes, et aînés dans le sens où plus âgés que moi, pas 65 et plus, parce que ça vient de mon éducation. Et très souvent, on va prendre ce manque de présence ou ce manque de prise de parole pour quelqu'un qui n'a pas de leadership. Alors que c'est juste une question d'éducation, c'est une question culturelle, c'est une question de style. Mais mon langage, moi, de communication, c'est d'attendre que le président ou la présidente du CA ait parlé,
le VP, le secrétaire, la secrétaire, la VP, bref, que toutes les personnes qui ont ces postes de pouvoir parlent, et puis après, moi, je vais parler. C'est comme ça que j'ai été éduquée, c'est comme ça qu'on m'a enseigné les façons de faire pendant plus de 13 ans. Donc, mettons que ça reste avec quelqu'un. Maintenant, dans le milieu des affaires, et quand je vois souvent la culture d'affaires ici, c'est pas nécessairement ça. On parle quand on veut, quand on a quelque chose à dire, puis il n'y a pas de hiérarchie. Alors que... historiquement, si on veut héritage français, c'est justement cet aspect hiérarchique. Donc, c'est juste un petit exemple qui met tellement en exergue des aspects de si je suis évaluée par quelqu'un qui a grandi ici, un homme qui est né, qui a grandi ici et qui dit mais Déborah, elle prend jamais la parole, ça veut dire qu'elle n'a rien à dire. Donc, moi, je la veux pas pour l'idée le projet. Au contraire, c'est pas une façon de me discréditer tout de suite, juste parce que ma façon de faire les choses est différente, parce que j'ai pas les codes culturels ou d'affaires du Québec ou totalement intégrés, parce que ça fait 10 ans à peine que je suis sur le marché du travail. Donc, mais ça me fait penser que de toute façon, ça, c'est une compétence que de plus en plus d'organisations reconnaissent, et particulièrement pour les leaders, d'être capable de reconnaître une diversité de points de vue. Parce que de toute façon, le marché du travail se diversifie énormément. Oui. Donc, femmes, gens de toutes ethnies, de tout genre. Donc, cette capacité d'être capable justement de décoder des langages différents, d'aller chercher des perspectives différentes, une aptitude qui va être extrêmement importante dans la gestion des organisations du futur. Donc, on ne pourra pas passer à côté. Non. Et donc, aussi bien commencer l'exercice de s'ouvrir, de dire est-ce que je l'évalue seulement parce qu'il parle la même langue, mais le même style que moi, ou est-ce que je suis prête à aller? Oui, à m'ouvrir un peu. Exactement. En terminant, est-ce que tu aurais justement des conseils pour les jeunes femmes qui veulent réussir leur carrière, qui se posent des questions sur justement comment se lancer en affaires, comment réussir sa vie et de famille si elles en veulent une et... Moi, un conseil que j'avais reçu, effectivement, il y a 10 ans, c'était d'oser. Ose créer ta place, faire ta place, parce que ta place est là, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Moi, ça, c'était vraiment un conseil, là, ça m'est resté. Et c'est pourquoi, effectivement, j'ai pas eu peur de créer des choses, d'aller dans des endroits, de postuler à des choses également. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je continue à donner aujourd'hui. Je rajouterais, effectivement, c'est important d'aller de l'avant, mais aussi que cette avant-là soit défini par vous selon vos critères. Parce qu'aller de l'avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Avoir du succès. Mais quoi? Avoir une auto, acheter un condo, une maison? Est-ce qu'on achète un chalet aussi? C'est quoi justement aller de l'avant? Je pense qu'il faut qu'on démocratise, mais aussi qu'on personnalise cette notion. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Exactement, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est pourquoi on a des gens qui sont stressés d'accomplir plein de choses parce qu'ils voient. Malheureusement, les médias sociaux nous ont aidés dans un certain sens, mais ça ne nous aide pas dans l'autre sens aussi parce qu'on voit plein de personnes qu'on se dit mais pourquoi moi je suis pas là? Pourquoi moi je peux pas faire ça? Pourquoi moi je peux pas voyager toutes les semaines? Mais est-ce qu'on sait véritablement dans les détails comment, pourquoi? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc, je pense que cette notion de l'avant, comme tu dis, il faut le personnaliser. Il faut l'adapter à chacun de nos cas parce que on n'a pas les mêmes définitions du succès, de la réussite, de la conciliation aussi. Pour des gens, c'est être au souper tous les soirs. Pour d'autres personnes, c'est de s'assurer de ne pas manquer aucun spectacle des enfants. Pour d'autres, c'est s'assurer de pouvoir payer une nounou pour s'occuper des enfants et faire en sorte qu'on soit là juste pour l'essentiel. Bref, différentes personnes dans différentes mesures. Et je pense que tant qu'on ne sera pas à l'aise collectivement de dire mais ça c'est ton modèle. Intéressant. Mais moi, ça, c'est mon modèle. Je pense que ça va prendre malheureusement du temps. Mais on avance. On avance. Au moins, ça c'est l'aspect positif, on avance. Merci beaucoup, Déborah. Merci. Très belle conversation. Merci. Femmes innovantes est une série de balados produite par Randstad Canada dans le cadre de son programme Les femmes qui transforment le monde du travail. Pour savoir plus sur notre programme Les femmes qui transforment le monde du travail, visitez le site randstad.ca/femmes. Merci de votre écoute.